C'était qui, ton super-héros? Est-ce que j'avais un super-héros? Le truc, c'est que j'ai été élevé avec 3 grandes sœurs et mon père est parti à ma naissance. Donc j'ai été élevé dans un environnement très féminin. Et c'est là où ce truc-là, quand j'ai entendu John Gray, ça a été très important pour moi parce que à certains moments, je me sentais différent dans la fratrie. Je savais pas comment, pourquoi, etc. Et en fait, en entendant John Gray, je me disais, j'étais juste un petit mec, quoi. En fait, j'avais rien de cassé en moi, j'avais pas spécialement de problème. J'étais juste un petit mec avec des attentes différentes. Tu vois, quand ma mère, sa manière de montrer son amour, c'était à travers plein de petites attentions, justement, attention, fais ci, fais là, etc. Moi, je lui disais toujours, mais fais-moi confiance. Mais elle comprenait pas, et moi, je comprenais pas pourquoi je lui disais ça, mais vraiment, c'était comme ça que je me serais senti aimé en tant que Elle pensait t'aimer en prenant soin de toi. Elle pensait m'aimer en prenant soin de moi, etc. Il y avait des trucs intéressants de vous. Je sais pas que c'est pas ça, mais fondamentalement, moi, j'aurais adoré qu'elle ressentait plus de confiance de sa part. Le mal du siècle. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Bonjour Paul. Bonjour Isabella. Comment vas-tu? Bien, toujours bien. Toujours bien. Nous sommes sur la suite de notre interview avec Paul Demandre, qui est actuellement dans Tour de France avec son spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, que je vous conseille vivement. Et donc, on va démarrer cet épisode sur la place de l'homme. Quelle est la place de l'homme en 2024? Je précise l'année parce que c'est important, la place a évolué. Donc d'ailleurs, peut-être avoir justement ton retour d'expert sur l'évolution de la place de l'homme. Et comment toi, tu as perçu l'évolution de sa place au fil des années? Les femmes étaient historiquement considérées comme inférieures et tout ça. Donc il y a eu une grosse lutte des femmes pour se considérer comme égales des hommes, c'est une lutte tout à fait légitime. J'ai le sentiment parfois en 2024 qu'il y a un basculement un peu inverse, où maintenant tout ce qui est masculin, c'est vraiment acheté à la poubelle et on ne valorise plus que le féminin. Et donc là, alors il y a du bon et du mauvais des deux côtés et tout ça, mais pour moi c'est vraiment c'est dommage que le balancier aille parfois un petit peu trop loin. C'est peut-être de l'autre côté. C'est comme si en fait là où il y avait eu un déséquilibre à un moment donné, on crée un déséquilibre de l'autre pour à un moment donné pouvoir rééquilibrer. Ouais. Et j'ai l'impression que tout le monde en souffre. Si être masculin est un problème, pourquoi pousser les femmes à devenir plus masculines? Si justement le fait d'être un homme n'est pas terrible, ne poussons pas les femmes à le devenir. Et de nouveau, il y a rien qui est bien ou mal. C'est deux logiques différentes avec des avantages et des inconvénients. Et pour moi, les deux devraient être respectés de la même manière, totalement, autant le masculin que le féminin. Et pour moi, c'est dans la complémentarité des deux qu'on trouve vraiment son bonheur en soi, dans son couple, dans la société. Et c'est pas en jetant en génémonie l'un ou l'autre. On sort d'une société justement qui a souffert parce que le féminin n'était pas suffisamment pris en compte. Je trouve ça dommage maintenant de vouloir abattre ça. Et en plus, ça qui est drôle aussi, c'est que justement, on voit parfois certaines femmes défendre des valeurs féminines. Elles sont combattues par des femmes qui disent non, c'est régressif, vous restez encore dans du patriarcat, vous n'avez pas le droit de vous occuper de vos enfants, etc. C'est pas juste, c'est pas bien. Il faut que vous travaillez, il faut que vous soyez performante et tout ça. Oui, comme si en réalité être à la maison, ce n'était pas un travail. C'est ça. Beaucoup d'hommes disent, mais moi, je trouve qu'il faut le valoriser. Enfin, c'est les deux à valoriser. L'erreur de la société d'avant, c'est de ne pas avoir suffisamment valorisé le travail, peut-être d'avoir trouvé des formes de rémunération aussi, etc. Que ce soit totalement reconnu dans la société, parce qu'en soi, pour moi, c'est fabuleux, quoi. Mais je comprends que comme c'était pas du tout considéré, toutes les femmes aient eu envie d'autre chose, il y a aucun problème à ça, évidemment, heureusement. Mais pour moi, le fait de vivre ça aussi, une activité professionnelle qui a du sens et tout, ne doit pas être au détriment de dire maintenant la petite enfance, on n'a rien à foutre ou quoi. Enfin, c'est un discours. Moi, je trouve qu'il faut combiner les deux. Enfin, il faut valoriser. En fait, valoriser tout. À un moment donné, on était à la chasse aux sorcières. J'ai l'impression qu'on est arrivé à la chasse aux sorciers et que l'homme aujourd'hui est perçu dans sa généralité, que tous les hommes finalement sont mauvais et que c'est un peu une tare en fait que d'être un homme. Là où on le voyait avant comme le Superman, c'est-à-dire c'est dans mon podcast je dis ça, a-t-on tué Superman? Est-ce que toi tu as le sentiment justement qu'on a tué? Alors toi c'était quoi ton Superman quand tu étais plus jeune? C'était qui ton super-héros? Est-ce que j'avais un super-héros? Le truc, c'est que j'ai été élevé avec 3 grandes sœurs et mon père est parti à ma naissance. Donc j'ai été élevé dans un environnement très féminin. Et c'est là où ce truc-là quand j'ai entendu John Gray, ça a été très important pour moi parce que
à certains moments, je me sentais différent dans la fratrie. Je savais pas comment, pourquoi, etc. Et en fait, en entendant une jeune crèche, je me disais, j'étais juste un petit mec, quoi. En fait, j'avais rien de cassé en moi, j'avais pas spécialement de problème. J'étais juste un petit mec avec des attentes différentes. Tu vois, quand ma mère, sa manière de montrer son amour, c'était à travers plein de petites attentions, justement, attention, fais ci, fais là, etc. Moi, je lui disais toujours, mais fais-moi confiance. Mais elle comprenait pas, et moi, je comprenais pas pourquoi je lui disais ça. Mais vraiment, c'était comme ça que je me serais senti aimé en tant que. Elle pensait t'aimer en prenant soin de toi. Elle pensait m'aimer en prenant soin de moi, etc. Il y avait des trucs intéressants de vous. Je sais pas que c'est pas ça, mais fondamentalement, moi, j'aurais adoré qu'elle ressentait plus de confiance de sa part, tu vois. Oui, parce qu'en réalité, plutôt que de méfiance et tout ça. Là où et en donc, fait elle croyait te donner de la confiance, voilà. elle se sécurisait elle-même. Elle se sécurise même, ou elle donnait ce qu'elle aurait aimé recevoir. Tu vois, elle se sent aimée à travers des petites attentions. Elle donne des petites attentions, c'est tout à fait logique. Et avec mes sœurs, ça marchait comme ça aussi. Donc voilà, il dit pourquoi ça marche moins avec lui? Simplement parce que j'ai pas ce même besoin. La manière dont je le vois, c'est qu'il y a eu des abus, des excès, il y a des mecs prédateurs, il y a des mecs horribles, enfin des violeurs et tout. Enfin, c'est évident, et donc il faut les condamner. Et je pense que beaucoup d'hommes de bonne volonté pâtissent en fait effectivement de cette réputation et de ces cas extrêmes et criminels. Mais c'est vrai que beaucoup d'hommes de bonne volonté, j'en rencontre beaucoup, sont de bonne volonté, mais commencent à avoir peur de se rapprocher, de draguer, de dire où est la limite, etc. Parce qu'ils ont envie de respecter. C'est toujours difficile de parler de ça parce que, effectivement, je crois que c'est important pour un homme de pouvoir aller aborder parfois quelqu'un ou d'initier une conversation. Mais c'est atroce pour beaucoup de femmes quand elles sont harcelées dans les bus. Donne-moi ton 06, interrompu tout le temps, elles peuvent pas se promener. Enfin, donc c'est atroce. Donc ça, je reconnais. En fait, je reconnais complètement. En fait, ces excès-là qui sont tout excès n'est pas bon. Tout excès n'est pas bon, c'est ça. Ces hommes-là impactent finalement les hommes qui sont gentils et mignons, et ils ont envie, voilà, et qui essaient, et derrière, je peux pas parce que j'ai d'autant plus ceux qui ont manque de confiance en eux, se disent en fait j'ai tellement peur aujourd'hui parce que l'homme est pas bien vu que je préfère me rétracter. Et je remarque de plus en plus d'hommes qui n'ont pas confiance en eux et qui perdent confiance en eux. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu observes, toi, de ton côté? Je pense que c'est assez bien réparti. Beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles non plus. Beaucoup de jeunes n'ont pas confiance en elles. Ça se traduit d'une manière différente. La peur du rejet, la peur d'avancer, d'aller contacter quelqu'un. Le manque de confiance pour les femmes, le manque d'estime d'elles-mêmes va faire aussi que justement qu'elles sont incapables de faire confiance à quelqu'un, qu'elles sont méfiantes, pour se rassurer, qui vont justement se maquiller à outrance et qui dépendent des posts, des likes, etc. qu'elles vont avoir sur Internet et tout ça, parce que en fait, comme elles n'ont pas confiance en elles ont besoin du regard des autres pour être rassurées sur leur propre valeur. Et donc ça fonctionne un peu, parce que s'il y a plein de gens qui m'admirent, qui disent que je suis belle, ok, ça me rassure un petit peu, mais fondamentalement, si tu ne crois pas que tu es aimable, c'est un peu comme un trou dans le réservoir, et ça n'arrête pas de couler, quoi. Oui, donc en réalité, on essaie de combler à travers les réseaux sociaux. Voilà, à travers le regard extérieur, un manque de confiance en soi. Qui vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Qui n'apparaît pas tout à fait comme un manque de confiance en soi, parce que justement, ce sont des gens qui ont l'air justement d'être heureux, qui sont outgoing, qui ont l'air de réussir. Enfin, toutes les photos, je suis sur ma plage à Bali, regardez comme je suis belle, regardez comme je suis beau. Et donc on se dit, waouh, ça a l'air génial, mais en fait, ils sont au fond d'eux-mêmes. Ils sont en grande insécurité. Tu parles d'insécurité, et on parle pas peut-être même parler de souffrance. Comment, dans un couple, des fois, je parle toujours de la place de l'homme, comment l'homme peut-il arriver à prendre sa place dans le couple? À quel moment finalement je peux dire je prends ma place sans pour autant qu'on me prenne pour un macho, mais pour autant que mon positionnement d'homme est là, mais la femme me dit attends, j'existe aussi, moi aussi j'ai ma place. C'est un combat permanent, enfin un combat ou un ajustement, c'est un ajustement permanent, autant les hommes que les femmes, donc il y a de la pression sur les deux là-dessus. Mais c'est bien de réussir bien professionnellement, mais tu dois aussi aller chercher ton gosse à la crèche, il faut s'en occuper, il faut être sportif. Pour les femmes aussi, c'est le même enjeu, et donc c'est un équilibre à trouver dans une société de plus en plus incertaine aussi, et risquée, ou avec on voit dans les jeunes générations aussi une grande anxiété qui est de plus en plus présente par rapport à l'avenir, et c'est d'autant plus important pour moi d'avoir une consistance personnelle, quoi, pour pouvoir affronter tout ça. Toi, aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, justement, la place, tu as quand même un domaine d'expertise plus que les autres. Est-ce que ça facilite pour toi, justement, ta relation ou pas? Je pense.
Mais le fait d'être bilingue, tu vois, de comprendre bien les besoins des uns. Alors, c'est pas parce que je les connais que je vais être capable de le faire à tous les coups, donc parfois je me loupe. Hein. Mais fondamentalement, tu vois, comprendre les besoins de ma femme, pour moi, ça a été essentiel. Notamment le besoin d'écoute, besoin d'empathie, etc. Enfin, c'était un truc incroyable. Comme beaucoup d'hommes, c'est un des trucs dans le spectacle très impactant pour moi. Je compare le féminin à une vague. Parce qu'une vague, il y a des hauts et des bas. Hein. Dans la phase montante, tout va bien, la vie est belle, je t'aime et tout. Puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui va et on ne sait pas pourquoi. Et la vague déferle. Et à ce moment-là, quand elle va commencer à parler de tous ces problèmes, souvent le mari, de bonne volonté, il va arriver avec une solution en disant, toi, elle va dire, j'en ai marre de mon boulot. Il va dire, t'as qu'à changer de travail. Parce que lui, quand il parle d'un problème, c'est parce qu'il a besoin d'une solution. En fait, il donne ce qu'il aimerait recevoir. Sauf qu'elle, à ce moment-là, elle veut pas de solution, elle a juste besoin d'une écoute empathique. Et lui, il a peut-être pas envie. Et le truc, c'est que c'est compliqué pour lui. Déjà, il n'est pas toujours dispo et tout d'écouter. Mais surtout aussi, le gros problème, c'est qu'il prend toute cette remarque dans ces moments-là comme une critique, comme un reproche. Et donc, il va se justifier. Il va dire, c'est pas vrai, ou c'est comme ça, ou arrête, ou j'en ai marre, etc. Et il se barre et tout. Tu sais quoi, débrouille-toi la prochaine fois. Pourquoi tu m'en parles si tu veux pas que je t'amène une solution? Mais non, j'ai besoin de t'en parler juste parce que j'ai besoin d'être écouté. Va en parler à tes copains. Oui, mais non. Fondamentalement, ce qu'elle veut dans un couple, c'est qui est enrichissant dans un couple pour elle, c'est de se sentir comprise par son partenaire de vie. Est-ce que si on n'est pas justement biaisé par rapport aux contes de fées qu'on a pu avoir dans notre enfance sur ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Sur la fin, oui. Mais moi, j'aime bien l'idée, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. En fait, tu verras ce soir tout à l'heure dans le spectacle. L'homme est heureux quand il voit sa femme heureuse. Et donc, lui, il espère qu'un jour, elle va être heureuse une fois pour toutes. Et quand il y a ses hauts et ses bas, pour lui, ça l'insécurise très, très fort. Et donc, c'est vrai que l'idée, ils se rencontrent et puis ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ça, c'est le fantasme du mec. Mais le problème, pour moi, c'est que le prince charmant et la princesse, c'est pas dans l'idée la princesse qui est trop bête pour se débrouiller toute seule et qui a besoin d'un mec pour la sauver parce qu'elle est pas capable de rien faire. C'est pas ça du tout pour moi. C'est dans l'égalité, dans la complémentarité où le prince charmant est là pour sa princesse, il est prévenant, il est avenant, il la protège et elle est heureuse d'être avec ce prince charmant qui l'aide à lui rendre la vie plus belle. Mais tu vois, mais c'est sur un pied d'égalité, c'est pas il y a pas de hiérarchisation, c'est pas l'un qui est meilleur que l'autre ou quoi. En fait, c'est trouver tous les deux sa voie à travers cette complémentarité du masculin et du féminin. Dans le couple, certains couples, justement, la complémentarité, lorsque la femme a des besoins, par exemple, je te donne un exemple, j'ai quelqu'un qui me dit oui, tu comprends, il m'a pas aidé à faire ça, alors que je lui ai demandé s'il pouvait m'aider, que c'était important pour moi. Il y a plein de petits trucs là-dessus. Beaucoup de femmes demandent est-ce que tu peux vider de la vaisselle, est-ce que tu peux aller chercher, etc. Ils disent oui, et puis ils font quand même pas. Et donc c'est très très énervant. Hyper énervant. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que quand vous demandez est-ce que tu peux, oui, il peut le faire. Mais ce qu'il veut. Voilà. Et oui, mais elles font aussi des choses qu'elles ne veulent pas faire. Comme lui, il est attaché à sa compétence. Quand il dit est-ce que tu peux faire ça, oui, je peux le faire. Mais c'est pas parce que je peux le faire que je vais le faire. Il ne se sent pas engagé quand il dit est-ce que tu peux. Et donc il faut demander. Et donc il faut demander est-ce que tu veux bien le faire. Très très important. Quand moi je l'aurais décidé. Parce que, et c'est ça le truc aussi, c'est que beaucoup de femmes commencent à demander quand elles sont déjà un petit peu débordées, et donc quand en fait c'est l'urgence extrême. Et nous, alors c'est plus nous on n'est plus le prince charmant, nouveau, on est aux ordres. Il faut qu'on soit prêt directement dans la seconde quand vous avez besoin. De nouveau, on n'a pas les mêmes regards, le champ de vision n'est pas tout à fait le même. S'il y a une chaussette qui traîne, ça va pas nous empêcher de regarder le match de foot. Alors que dans son esprit à elle, la chaussette, elle va le voir, elle a envie qu'elle soit rangée. Et donc, elle va demander de la ranger, parce que ça l'énerve elle. Tu vois, mais c'est peut-être pas dans la priorité du gars à ce moment-là. Et là, c'est là où c'est compliqué. Jours. Voilà. C'est toute la négociation qu'on peut avoir. On est sur la négo, là-dedans, c'est dans la négo. Et le truc aussi, c'est essayer de le demander justement avec gentillesse plutôt que de donner un ordre. Tu vois, ça ferait tellement plaisir que tu le fasses, tu vois, plutôt. Alors, il y a beaucoup de femmes qui disent, c'est un enfant de plus. Si elles doivent tout le temps demander et que le mec ne fait rien, c'est insupportable. Il faut que de son côté aussi, l'homme puisse être prévenant et puisse faire les choses sans qu'elle le demande. C'est une évidence. Donc c'est pour ça, de pouvoir répondre à la question, c'est très compliqué parce que de nouveau, ça doit aller dans les deux sens. La femme peut grandir dans la manière de demander quand même. Tu vois, en étant plus douce, de se forcer à demander régulièrement aussi. En fait, beaucoup de femmes râlent parce qu'ils disent je devrais pas avoir à demander. Ils devraient te voir tout seul. Oui. Oui, on est d'accord. Et donc c'est là où je dis aux hommes, messieurs, essayez, soyez attentifs, regardez autour de vous, prenez des initiatives et tout ça. Mais en même temps, s'il ne le fait pas, plutôt que de râler sur lui, mesdames, vous pouvez aussi grandir de votre côté en demandant.
mais en demandant est-ce que tu veux bien de manière gentille, c'est là où on va le faire. Tu vois, c'est vrai que si on demande est-ce que tu peux ou vous demandez en râlant, on est moins prêt à collaborer d'une manière plus ou moins consciente. Il y a un truc aussi, je sais pas si ça va peut-être un peu long à l'expliquer ici, mais il y a ce que j'appelle le grommelage. Tu vois, quand une femme demande quelque chose et puis l'homme il va un peu résister à la demande. Et là, beaucoup de femmes interprètent ça en disant il veut pas le faire et elle râle parce qu'il veut pas le faire. En fait, quand on grommelle, c'est qu'on va le faire. Mais simplement, on était dans un dossier, comme on fonctionne, on est un peu séquentiel, on fonctionne un dossier à la fois. Il faut qu'on ferme notre dossier, qu'on en ouvre un autre, et donc qu'on change notre objectif. On va le faire. Juste, on râle un peu, mais c'est pas grave. On le fait avec plaisir. Super. Merci, Paul, pour cet échange sur la place de l'homme dans le couple. J'espère qu'on va la trouver. On la cherche toujours. Comme le plat perdu, il est toujours perdu. La place, elle est pareille. Merci beaucoup, Paul. Avec grand plaisir. À très vite pour un autre épisode. Un 3e. Ciao, ciao. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Mal du siècle.